Bonjour, Frédéric Brémaud, auteur du Haut-Fer, adapté du roman de José Giovanni, et notre invité dans Délivrez-vous. Bonjour Frédéric Brémaud. Bonjour. Vous êtes l'auteur du Haut-Fer paru aux éditions Paquet avec Paolo Raffaelli. C'est cette histoire qui raconte, en tout cas adaptée du roman de José Giovanni, qui raconte une histoire de Haut-Fer à une époque qui est bien éloignée, il y a plus de 50 ans maintenant. Vous n'êtes pas vosgien, on est ici dans une scierie, la scierie du Lançoir. Avant de raconter l'histoire du Haut-Fer, ce western, toute simple question toute simple, est-ce que vous connaissiez les Vosges, est-ce que vous connaissiez les Hauts-de-Vosges avant de rentrer dans cette histoire-là et de découvrir le roman de José Giovanni? Je les ai connus, en fait, j'ai connu les Vosges grâce au film, je pense. Mais, Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules, exactement. Ça, je crois que c'était ma première approche. Et puis, j'ai connu les Vosges en faisant du repérage pour cette bande dessinée. Mais sinon, comme vous le dites, je viens absolument pas de la région. J'ai quelques similitudes, je vis en Italie et la montagne, selon moi, a des similitudes avec celle des Vosges, mais autrement, voilà. Autrement, très éloigné. Du repérage, ou cette semaine ici, là, où je me balade de ville en ville, dans les médiathèques, et à la rencontre du public. Voilà. On viendra sur comment le public reçoit cette bande dessinée. On sait que c'est une longue histoire, hein, quand même. Les Grandes Gueules, tournées à Vanier, avec entre autres Lino Ventura, donc adapté de ce même roman de José Giovanni. Ça marque une génération, c'est aussi une histoire de tradition, de transmission aussi, parce que les derniers Hauts-Fer ont fermé, les Hauts-Fer ont fait beaucoup travailler les Hauts-Vosgiens. Aujourd'hui, est-ce que vous avez conscience de cette transmission avec la rencontre que vous avez faite, les rencontres que vous avez faites, de l'importance qu'avaient les Hauts-Fer, qu'a eu cette histoire ici pour les Vosgiens? Oui, en fait, j'en avais absolument pas vraiment conscience, mais c'est l'éditeur qui, en prenant d'ailleurs le projet, m'avait dit non, je veux absolument le faire parce que j'ai un ancrage dans la région. C'est vrai. Même si cette histoire peut être nationale et très universelle. Mais je l'ai surtout remarqué grâce au public qui, dans les salons, viennent nous voir et nous parlent de leurs ancêtres, de leurs parents, voire d'eux-mêmes qui travaillent dans le bois. Donc oui, on voit qu'il y a quand même un œil très professionnel où les gens regardent la machinerie à l'intérieur de la bande dessinée. Donc on sent que c'est quelque chose de très présent. Pour les gens d'ici, mais on verra effectivement que l'histoire peut être universelle, parce que c'est l'histoire d'un homme qui sort de prison, qui revient sur son passé, son père est décédé, il hérite d'un Haut-Fer, et contre toute attente, il va décider finalement de le remettre en route, avec d'autres rencontres, d'autres personnes qui elles aussi quittent la prison. Je ne vais pas tout raconter parce que ce n'est pas l'objet, je trouve qu'il faut laisser découvrir. Et cette histoire-là pourrait être finalement racontée n'importe où, peut-être dans n'importe quel autre métier, que le Haut-Fer. Mais il y a effectivement ce Haut-Fer, cette machinerie, cette tradition, ce savoir-faire qui n'est propre qu'à ici, je crois, qu'il fallait respecter. Avant tout, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'adapter le roman de José Giovanni? En fait, avec Paolo, donc, qui est italien, qui a une culture, lui, de la bande dessinée italienne, donc du noir et blanc et bande dessinée de kiosque, comme on trouve en Italie, lui avait envie de travailler un petit peu pour le marché français, et qui est un peu le mien. Et il avait envie surtout, et moi aussi, de faire un western. Donc c'est vraiment le western que nous a porté au Haut-Fer, sachant qu'on nous a proposé ensuite d'adapter ce roman. Donc voilà, et puis José Giovanni, je pense que c'est le premier auteur qui m'avait donné envie, alors j'étais très jeune, qui m'avait donné envie de lire des histoires policières, des polars. Donc ça c'était important. Donc quand j'ai le dessinateur, j'ai un thème et on me propose d'adapter le Haut-Fer, j'ai sauté dessus tout de suite, quoi. Dans un lieu incroyable aussi. Oui, bien sûr. Quand vous êtes venu faire les repérages, qu'est-ce qui vous a frappé en premier? Je pense que j'ai tort, mais c'est vraiment la similitude qu'il y a entre les montagnes ici et les montagnes autour du lac de Caume où je vis. Parce qu'elles sont douces de prime abord. On a l'impression qu'elles sont douces et qu'on peut se promener, on peut gambader dans les champs, quoi. Alors qu'une fois qu'on est sous les arbres, c'est très abrupt. Il y a des sentiers, il y a des... la nature est quand même très, très, très sauvage.
Et en fait, il faut faire peu de kilomètres pour se retrouver vraiment hors du monde. C'est le cas quand on arrive ici. Voilà. Je disais, on a l'impression de quitter le monde et de s'enfoncer à l'intérieur de la nature. Et la nature qui est abrupte, effectivement. Oui, on peut être ermite ici alors que 500 mètres plus bas, il y a du monde. Et je pense qu'on a un peu cette chose-là. Et pour Paolo, Paolo vit un peu plus au sud il est romain, mais donc il a grandi à l'ombre de la Cinecittà. Donc le film, il le connaissait très bien, parce qu'en Italie, il est très connu, ce film. Voilà. Les acteurs sont connus, mais en plus le film, plus que le roman. Et lui, il a une partie de sa famille, c'est soit des musiciens, soit des bûcherons. Donc une partie de sa famille avait même émigré dans le sud d'Alsace. Ils sont rentrés en Italie dans les années 90 pour des histoires de terrain revendus, retrouvés, enfin bon voilà. Donc lui aussi, ça lui tenait à cœur. Et quand je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, on va faire un western. L'histoire se passe dans le nord-est de la France. Donc il était assez curieux. Finalement, ça a fait écho à sa propre histoire. Oui, bien sûr. Complètement. Ouais. Moi, ce qui me frappe dans votre bande dessinée, quand on regarde les dessins, c'est ce côté abrupt de la forêt, de la nature et des personnages. Finalement, c'est ça qui fait écho. C'est ces personnages abîmés, pour pas mal d'entre eux, assez durs, et cette nature qui elle aussi est dure, et ce métier qui est d'une dureté incroyable. Ouais. Et je trouvais que ça faisait, et que la bande dessinée mettait vraiment ça en avant. Merci, merci, parce que nous, le but, effectivement, c'était d'adapter le roman de la façon la plus fidèle qui soit, sachant qu'une bande dessinée et un roman, ça n'a pas grand-chose à voir, quoi. La forme du texte, le temps des actions, tout est très différent. Donc nous, effectivement, il fallait vraiment s'imprégner des Vosges, s'imprégner, voire du métier, puis de la nature pour reconstituer. Donc maintenant, c'est vrai que les gens, alors, les lecteurs nous disent que finalement, ils s'y retrouvent. On retrouve le roman et on retrouve la région. Donc moi, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment quelque chose que, tant qu'un livre n'est pas imprimé et lu par des gens, on ne sait absolument pas si c'est un fiasco ou si ça fonctionne. Donc voilà, en fait, j'ai la tête trop dedans pour savoir si c'est bien, quoi. Mais je peux c'est fait, et puis voilà, quoi. On reviendra sur le choix aussi des couleurs, oui, qui est un choix vraiment radical, je crois, à mon sens. Mais je voudrais qu'on parle de transmission des générations. On est effectivement plus de 50 ans après la sortie de ce livre. On est aujourd'hui en 2023. Est-ce que la nouvelle génération peut s'intéresser, et de quelle manière, à cette histoire particulière que je trouve très ancrée quand même, même avec les voitures, avec tout ça, c'est quand même ancré dans une période particulière. Est-ce que ça, vous y avez pensé, et comment vous l'abordez, comment vous l'avez abordé, cette question de transmission? Alors non, pas du tout, j'y ai absolument pas pensé, parce que quand je fais en fait je fais beaucoup moi de documentaires animaliers, ce genre de choses, et j'analyse rien du tout. Donc c'est pas, voilà, j'ai pas cette capacité je fais les choses qui m'intéressent, et puis après on voit ce que ça donne. Mais concernant la transmission, je pense que les jeunes, en tout cas, peuvent très bien lire une histoire de ce genre, puisque quand on voit les séries, les films qui fonctionnent, rien n'est ancré, à vrai dire, dans le monde réel, à part quelques... Si, il y a les Coréens un peu plus, qui ont vraiment une imagerie en ce moment qui est très moderne, qui est liée à leur monde. Je parle de la Corée, parce que voilà, je ne connais pas trop mal. Mais vous regardez des séries comme Peaky Blinders, toutes ces choses-là, finalement, c'est encore plus ancien. Et puis dans des lieux totalement abrupts, des banlieues de villes moches. Et pourtant, on arrive à en faire quelque chose de très bien. Donc non, c'est... Effectivement, vous êtes documentariste aussi, vous naviguez entre les deux. Vous avez d'ailleurs très souvent aussi adapté d'autres romans, j'aime bien ça, d'autres auteurs. Quelle différence faites-vous, en tout cas pour ce travail-là, entre fiction et documentaire? Je trouve que là aussi, vous êtes un peu entre les deux. Bien sûr, c'est une fiction, bien sûr, c'est un western, ça raconte une histoire du début jusqu'à la fin, avec une intrigue, mais tout de même, c'est de l'ordre aussi du documentaire. En fait, souvent, pour que l'imagination du lecteur puisse vraiment s'envoler, il faut ancrer absolument les choses et les faire de la façon la plus fidèle qui soit. Ça, c'est très important. Et souvent, on a l'impression que quand on est très précis, quand on touche à la vie réelle des gens, l'histoire aura du mal à faire preuve d'imagination. Alors que souvent, c'est un peu l'inverse. Parce que là, ça fixe les choses.
Et souvent, ça agrandit l'univers, ça agrandit le champ de vision du lecteur qui peut se concentrer sur l'histoire. Choix de couleur, radical, je le disais, particulier. Il y a plusieurs choses. Alors, la raison la plus triviale, c'est une question de temps et de se dire comment on va optimiser tout ça. Parce qu'après tout, c'est vrai que la bande dessinée, nous, c'est quand même notre travail. Le but, c'est de faire les albums, de ne pas y passer 10 ans. Donc là, voilà. Ensuite, le noir et blanc de Paolo se marie très bien à une couleur très simple. Alors que trop de couleurs aurait sans doute trop de couleurs. C'est quoi? C'est trop de couleurs nuit au spectateur. Je crois que c'est Jacques Tati qui disait ça. C'est pas mal. Ouais. C'était la phrase d'accroche des Inrecuptibles au début, la revue. Et en fait, ça rappelle les années 60. Oui. Donc ça, c'est très clair. Et puis l'autre chose, c'est les Vosges. Les Vosges étaient bleus, mais là, c'est un peu de la chance parce qu'on l'a découvert après. Mais non, c'est pour avoir une patine qui soit quand même ancrée effectivement dans les années 60. Et puis parce que finalement, une bande dessinée, qu'elle soit en noir et blanc, en bichromie, un peu comme celle-ci, ou en couleur, il suffit de lire. À partir du moment où on est happé par l'histoire, on ne fait même plus attention. Je pense que voilà. Moi, ce qui me frappe, c'est ces hommes, c'est l'histoire de ces hommes, comme je le disais, abîmés, qui portent en eux quelque chose de lourd, qui portent des secrets, leur histoire, la rencontre entre ces hommes-là. Est-ce que c'est ce qui vous a le plus plu dans ce projet? Bien sûr, oui. Moi, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'est la nature. Alors voilà, j'aurais aimé qu'il y ait 100 pages de plus pour suivre les chevreuils, en gros. Ouais. Mais voilà. Et puis après, ce n'était pas forcément le propos, mais ça aurait pu être intéressant. Non, forcément, en fait, c'est là que vous parliez de western. Ouais. On retrouve ce genre de personnages. C'est-à-dire plusieurs communautés, des zones de non-droit. Alors, on n'est pas dans une zone de non-droit, mais on peut faire n'importe quoi ici à 100 mètres de la civilisation, et puis personne ne le saura. Donc, on se retrouve ça, des hommes qui, effectivement, ont un passé. Un passé, en plus, ce qui est très agréable, je trouve, dans ce roman et très intelligent, c'est de ne pas forcément le révéler. Que ce soit Hector Valentin, le bûcheron qui revient du Canada, pourquoi il est revenu? Alors, je sais bien qu'il hérite, mais ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Est-ce qu'il en a eu marre? Est-ce qu'il s'est dit, c'est pas l'appât du gain? Parce qu'il était surpris de voir que son père, finalement, avait économisé. On le découvre voilà. Avec lui au début. On le découvre, et puis surtout, je pense que c'est l'héritage, c'est pas... Donc voilà, qui est ce personnage? Donc c'est assez intéressant. Donc, oui, ça ajoutait au drame et puis et ça amplifiait le champ de l'histoire, je pense. Vous disiez la nature, on parle de western, on parle des Vosges. Ouais. Je pense forcément à Pierre Pelot, qui vit pas très loin, qui est quand même un auteur de western, qui a aussi, qui a toujours dit moi je bouge pas et mon Amérique à moi c'est ici. Et c'était comme un grand voyage et de parler des Vosges comme si c'était l'Amérique, qui était comme un grand rêve de Pierre Pelot. Vous vous inscrivez aussi dans cette continuité-là. Il y a aussi Nicolas Mathieu qui a aussi écrit son premier polar, c'était aussi inscrit dans la dureté aussi des Vosges et dans les hommes. Est-ce que quelque part vous avez aussi lu ce qu'il faisait? Est-ce que vous vous rendez compte que d'une certaine manière avec ce travail-là vous vous inscrivez dans cette continuité? Je pense aussi à Vincent Munier qui a beaucoup photographié la nature des Vosges de façon magistrale aussi. Forcément on pense à eux, on pense à cette inscription dans leur travail. En fait, non, parce que moi, si je veux faire quelque chose sur l'Amérique, je vais en Amérique, quoi. Mais après, c'est vrai que l'Amérique, c'est une idée. Alors, on peut la retrouver dans les déserts australiens, l'Asie, c'est incroyable, quoi. Voilà, donc, mais c'est pas faux, en fait. On s'aperçoit que le western est un concept, une idée, donc il suffit de quelques éléments et on peut le retrouver partout. Et je pense que dans n'importe quel lieu, on pourrait reconstituer un western, notamment, je pense à 100 000 $ au soleil. Le western français, voilà, ça peut être les Vosges, un lieu comme ça. Le désert ou le crabe-tambour, là on est en Asie. Et on a des éléments qui font que ça fonctionne. Oui, voilà. alors, c'est quoi les codes du western finalement? C'est, j'allais dire le titre, La beauté et le truand. La beauté et le truand. Il y a toujours une femme. Une belle musique. Voilà, il y a de la belle musique. Alors, des femmes pas toujours, mais souvent. Là, il n'y en a pas. Mais finalement, je me dis qu'il y en a. Oui, alors effectivement, il y en a, on danse, il y a des choses, et puis on l'entend. C'est l'histoire d'hommes un peu, Il y a une femme aussi. Et c'est aussi, alors peut-être que je vais dire quelque chose où vous n'allez pas être d'accord, et je ne suis pas une grande spécialiste de western, mais je me dis qu'on aime aussi très souvent les méchants dans les westerns, parce qu'ils ne sont pas si méchants que ça, pas toujours, et que tout n'est pas complètement noir et complètement blanc d'un côté. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que le western permet de nous dédouaner pas mal, parce que quand on est dans la nature, on est attaqué par des Indiens, à la base, les Indiens ont raison, mais on est attaqué par les Indiens, on les tue. Voilà. Et donc c'est un peu comme quelqu'un qui vit dans la nature, il tue les animaux pour les manger, ou alors il mange des racines. Donc
ça montre que tout n'est pas, comme vous dites, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et puis chacun essaie de mener sa barque un peu comme il peut, et puis en se disant que rien n'est parfait, et puis voilà quoi. Mais à partir du moment où on choisit le western, donc ça veut dire qu'on s'éloigne de la civilisation et qu'on se retrouve dans une zone, comme je te disais, de non-droit, et ben, on fait ce qu'on peut, mais on est presque obligé, parce que sinon on meurt. Donc voilà. Et c'est vrai qu'un élément effectivement qu'on retrouve dans les westerns, c'est que souvent les gens parlent d'honneur tout le temps. Oui. Ils ont leur code, alors qu'ils parlent d'honneur, mais en fait, les gens qui parlent trop d'honneur, parfois, est-ce qu'ils en ont vraiment? Ça, c'est une autre question. Parle d'honneur, moi je pense aussi au travail de ces hommes qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont souffert pour certains. Ici, on est dans un lieu, alors aujourd'hui, c'est calme, c'est un écomusée, mais on sait que les hommes ont énormément travaillé. Ça, c'est aussi ça qu'on voit aussi, c'est ce travail important, intense. Bien sûr, on voit aussi la vie de certains qui tombent aussi dans l'alcool parce que on supporte mieux les choses. Ça, c'est aussi tout ça que ça raconte. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens en fait ne se rendent pas la vie facile, parce qu'il y aurait plein de métiers qu'on peut faire de façon simple. Alors qu'ici, effectivement, on travaille 10 fois plus qu'ailleurs, et on peut se demander pourquoi. Mais après tout, moi je le comprends tout à fait. Quoi. Là, ça raconte aussi le retour au pays, retour dans un pays, retour aux origines. Pour revenir un peu sur votre parcours à vous, quel serait votre retour au pays, vous? Quel serait l'endroit où vous retourneriez? Donc je vis en Italie, effectivement, voilà, mais mon vrai endroit, c'est la ferme chez mes parents. C'est dans le bocage vendéen, voilà, c'est là. Donc des similitudes, il y en a, c'est des collines, ce genre de choses, mais après tout, on ne choisit pas. Quoi. C'est vraiment l'endroit où je me dis, bah oui, c'est là que je viens d'ici, et puis c'est tout. Quoi. Donc c'est dans cette ferme familiale que la bande dessinée est arrivée, que l'envie est venue. Oui, c'est en suivant les troupeaux avec des chevaux, parce que j'ai une jeunesse, effectivement, qui était plus proche de celle de John Wayne que donc la nature. Que d'un youtubeur actuel. Quoi. C'est la nature, mais pas calculé, quoi. C'était pas l'idée du tourisme, c'était vraiment que, voilà, quoi, je suis là. Elle était là, quoi. Voilà, donc, et les chevaux, parce que voilà, c'est pour ça que je fais des histoires sur les chevaux maintenant. L'idée, c'était les troupeaux et autres, donc... Les chevaux, les chats, les animaux font partie... oui, mais voilà, c'est parce que... oui, je vois que vous avez regardé. Mais oui, tout à fait, ouais. Donc ça me permet de les restituer après dans les bandes dessinées que je fais maintenant. Quel rôle a la bande dessinée aujourd'hui, à votre avis, sachant qu'elle attire aussi beaucoup la jeunesse, on en parlait, mais toutes les générations confondues, qu'elle a le vent en poupe aussi, qu'elle marche particulièrement bien, dans un contexte qui est parfois pas facile, où on dit les jeunes ne lisent plus, or ils lisent de la bande dessinée. Est-ce que ça, vous y pensez quand vous travaillez dessus ou pas du tout? Et vous faites abstraction d'absolument ces questions? Je fais complètement abstraction, ça me... Mais non, le rôle, il y a plusieurs rôles. Hein. Il y a le rôle du divertissement qui est quand même important, parce que souvent on nous parle de bande dessinée didactique. Avec la bande dessinée, on peut tout faire, ou presque. Mais on peut effectivement parler de certains sujets de façon très didactique et de façon très terre-à-terre. Et la bande dessinée est un support qui permet de développer des choses qui auraient demandé beaucoup plus de temps, pas de temps, mais qui auraient été moins imagées par le roman ou par la vidéo. On parlait notamment Le Monde sans fin. Voilà, donc c'est vrai que c'est un roman, une vidéo. Je trouve que la bande dessinée est beaucoup plus, est à la fois synthétique et ça permet de dire beaucoup plus de choses. Et la bande dessinée, ça amène les enfants, je pense aussi à la lecture. Parce qu'un enfant lise un roman ou une bande dessinée, c'est pas grave, c'est la même chose. Que ce soit un manga ou une bande dessinée franco-belge, ça reste de la lecture. Donc, Et ça permet, en tout cas dans celle-ci, il y a une immersion possible. On s'immerge dans un milieu, dans un contexte, dans une histoire. Ça nous raconte une histoire, en même temps que le dessin, je trouve, en plus, il y a un équilibre dans cette bande dessinée, je le disais tout à l'heure, entre nature et histoire, qui est justement trouvé. J'imagine que ça, c'est la chose la plus difficile, de trouver l'équilibre entre l'histoire et le dessin. Les cases plus ou moins petites, il y en a certaines qui sont plus grandes, plus petites. C'est assez dense, je trouve, comme histoire aussi. Comment on travaille cet équilibre-là pour permettre l'immersion totale, comme je trouve elle est réussie? Merci. Hein. Non, c'est vraiment une histoire de rythme, en fait. C'est ce qui m'intéresse dans la narration, c'est de faire en sorte qu'il faut alterner les scènes, on va dire, rapides, où l'œil du lecteur va de bulle en bulle, et puis certaines scènes de contemplation où on puisse sentir le lieu, les personnages.
Mais après, c'est de la narration, donc il faudrait faire un cours de plusieurs années, je pense. Oui, c'est ça. Il y a des pages sans texte, moi je trouve aussi. Mes préférées d'ailleurs. Qui sont magnifiques, qui disent beaucoup. Vous êtes le premier à le savoir, hein, que des fois, sans mots, ça dit beaucoup plus de choses et que la narration se fait aussi par le dessin. Pourquoi ce sont vos préférées? Je trouve celle-là parce que je trouve qu'elle donne... je crois que c'est une de mes préférées, avec celle où Reichmann est en train de dormir et se dit je vais mal finir. Mais en fait, c'est mes préférées parce qu'en termes graphiques, on voit, ça laisse de la place au dessin. Oui. Et surtout parce que, voilà, c'est comme dans un film. Là, en fait, souvent, le fait, quand il n'y a pas forcément de bulle, quand il n'y a pas de texte off, ça permet d'instaurer du son et une certaine musique. Et quand on le lit, on ne peut pas s'empêcher. On ne peut pas s'empêcher d'avoir une certaine ambiance. Alors que les bulles ont tendance à casser ce genre de choses. D'ailleurs, dans les films, quand les gens parlent, la musique, elle s'arrête. Donc, voilà. Ça veut dire que là commencerait un nouveau thème musical dans un film? Oui, mais même on peut sentir la nature, on peut sentir le bruit des arbres, le bruit des... Donc finalement, puis ça permet de se reposer d'une grande tirade. Ouais. Donc ça, je crois que c'est important. Après, c'est quelque chose qui, en faisant de la bande dessinée, on l'apprend évidemment, mais qui, comme je vous disais, n'analysant rien, maintenant je le fais un peu de façon, et puis ça marche ou ça marche pas, mais je sais rarement l'expliquer, quoi. Voilà. Ouais. Vous avez travaillé avec beaucoup d'autres dessinateurs. Oui. Chaque fois, c'est une aventure différente. Oh, toujours, oui. Oui. Je travaille souvent avec pas mal d'auteurs italiens, parce que c'est un peu... Je suis là-bas, mais pas seulement, quoi. Ça dépend, en fait. Disons que, voilà, chaque dessinateur détermine un style d'histoire, plus ou moins. Donc, voilà, l'idée, c'est de travailler, moi, avec les dessinateurs que j'aime bien. Et rarement avec des dessinateurs un peu mercenaires où, voilà, dans la bande dessinée, on nous impose parfois de nous dire « Tiens, tu vas travailler avec celui-là » et moi, je n'ai pas envie. J'ai pas envie parce que c'est une rencontre et puis c'est beaucoup d'allers-retours, beaucoup de Ça veut dire que quand je vous entends, vous ne travaillez que comme ça, la rencontre d'un texte. José Giovanni, vous aimez les polars, les westerns qu'il écrit depuis longtemps. Il y a une envie de travailler avec Paolo Raffaelli sur cette histoire-là. Vous venez ici, vous rencontrez beaucoup de gens. Vous en ressortez comment, l'un et l'autre? Est-ce que vous avez discuté, vous, à l'issue de ce travail, vous en êtes ressorti, j'imagine, plus rempli, avec une connaissance que vous n'aviez pas avant sur ce travail-là, sur cette histoire-là? Mais quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle apporte, cette bande dessinée, et sur vous-même personnellement, et sur le travail que vous faites? En plus, ça fait plus de 20 ans que vous faites de la bande dessinée. Oui, bien sûr. En fait, c'est un sujet, maintenant je connais un peu mieux, donc je peux briller dans les salons. Connaissez les mots, Sagar, etc. Voilà, si un jour j'entends parler de Schlitt, je sais ce que c'est. Non, mais déjà, l'idée c'est de passer un bon moment quand on le fait, ça c'est très important. Et puis c'est vrai, c'est de se dire aussi, c'est un peu un défi, de se dire... arriver à raconter une histoire qui n'est pas de moi à la base, sur un lieu que je ne connais pas forcément, c'est de se dire comment faire. Donc il faut absolument découvrir. Et moi, cette bande dessinée, je l'ai fait un peu comme quand je fais des documentaires, c'est-à-dire la réalisation de la bande dessinée en soi, finalement, prend peut-être moins de temps que les recherches, les voyages ou ce genre de choses. Donc voilà, ça reste intéressant, parce que le but quand on fait de la bande dessinée, c'est... Les dessinateurs, souvent, sont un peu piégés et attachés à leur table, où 10 heures par jour, ils dessinent. Voilà, ils s'abîment la vue, le dos, et puis, comme plein de métiers, hein, mais voilà. Là, on a la chance, en faisant ce genre de bande dessinée, de se dire, ça fait partie du jeu d'aller voir, quoi. Donc, on se balade. Vous êtes de plus en plus de scénaristes ou dessinateurs à aller voir sur le terrain, à être aussi un peu documentaire aujourd'hui? Disons que la bande dessinée s'est développée pas mal. Ouais. Et donc... Avant, les gens avaient du mal à considérer qu'on pouvait apprendre avec une bande dessinée. Apprendre ou en tout cas faire des choses un peu plus adultes. Donc forcément, il y a beaucoup de dessinateurs qui maintenant, finalement, sans le savoir, ont une vie de journaliste. Disons que la bande dessinée comme elle était avant, elle est toujours là. Et j'en fais toujours, moi, et j'adore, quoi. Mais il y a d'autres champs possibles, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un truc qui m'a marqué aussi, c'est le choix du titre. Vous avez respecté le titre de José Giovanni. Oui. Alors que pour le cinéma... il avait été décidé un autre titre, Les Grandes Gueules. Donc, finalement, ce titre-là est plutôt un lieu. Enfin, ça montre un lieu. Les Grandes Gueules, ça montrait plus le côté homme, humain, personnage. Vous avez voulu totalement respecter le titre de José Giovanni parce que vous vouliez effectivement nous emmener dans ce lieu-là. Oui, je pense que c'était une histoire un peu abrupte et qui n'avait pas forcément besoin d'un autre titre.
Le roman, maintenant, il y a toujours marqué entre parenthèses, souvent les grandes gueules ou l'inverse. Voilà. Mais c'est vrai que, non, puis les grandes gueules, le problème, c'est que c'est maintenant des émissions radio, des émissions internet, des émissions comme ça. Donc, appeler la chose les grandes gueules, les gens vont s'attendre à avoir Vincent Moscato, ce genre de personnage-là. Donc, bon, après, c'est pas pour les critiquer, mais ça aurait. Voilà, la référence n'était pas forcément... Et puis bon, le Hofer, après tout, c'est un beau titre. Vous avez tenté de... Vous avez vu le film plein de fois, j'imagine. Bah oui, même en italien d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le film, c'est vraiment dans le roman. Du tout, ouais. Ça, c'était important pour vous? Oui, parce qu'en fait, l'idée... alors, pour les gens qui n'ont pas lu le roman, parce que quasiment tout le monde a vu le film, l'histoire est un peu différente. Oui. On a quand même les mêmes thèmes, les mêmes tenants aboutissants, mais un personnage comme Michel Constantin, notamment, n'est pas dans le roman. Les noms peuvent changer, des sortes de choses. Non, l'idée, c'était de me dire, puisque le roman, finalement, est sans doute moins diffusé que le film, autant montrer ce que les gens connaissent un peu moins. Autre chose. Et puis, à partir du moment où on fait une adaptation, on ne va pas faire une adaptation d'une adaptation. C'est comme quand on traduit une langue, autant prendre la langue originale, quoi. Donc voilà, c'était important ça. Est-ce que vous avez rencontré d'anciens Sagars et des Vosgiens? Est-ce que tout le monde valide la justesse des choses par rapport au travail, à la Syrie, au lieu aussi? Est-ce qu'on vous dit, bon, tout va bien, pas d'erreur? Alors déjà, aujourd'hui, bah oui, en tant que Sagar, on est au Lançoir, donc un haut lieu. Et en fait, finalement, les gens étaient assez surpris m'ont dit que ça avait... Voilà, on a respecté pas mal de choses. Alors c'est vrai qu'on s'est beaucoup documenté et que Paolo s'est renseigné notamment sur la mécanique hydraulique, sur ce genre de choses, parce que sinon il avait du mal à dessiner quelque chose de plausible. Je sais qu'on m'a dit que voilà, il y a une lame qui est montée à l'envers à un moment. Ah, oh. Mais non, mais c'est rigolo. Moi, je trouve ça magique. Et surtout, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est que voilà, à la réédition, eh bien, on va faire en sorte que la lame soit dans le bon sens. Et comme ça fera le premier, ce sera un collector. On va dire ça comme ça. Mais après, c'est beaucoup de choses qui sont d'une part parce que c'est pas un documentaire. C'est une histoire universelle, donc voilà. Et puis que, voilà, quand on écrit un livre, on a toujours du mal, on a beau le lire 500 000 fois, il y a toujours un accent circonflexe qui disparaît, bon, bah voilà, là c'est la lame à l'envers. Ce qui ne change rien, hein, mais voilà, il y a une personne qui l'a découvert. Merci infiniment. Merci à vous. Le Hofer aux éditions Paquet, un travail que je trouve assez incroyable. Et je confirme vraiment, effectivement, peut-être ici, mais c'est une histoire qui pourrait être partout ailleurs, c'est universel. La preuve est que le film a été vu dans plein de pays, donc non, voilà, c'est universel. Traduction prévue en Italie ou pas? Alors non, mais oui, parce que ça va se faire, c'est évident, et puis voilà, il y a même des éditeurs qui m'en ont parlé, ils m'ont dit, bon, on en reparle, et puis... Mais bien sûr, ouais, ça serait chouette, parce qu'en fait, eux aussi, ils ont une grande culture, alors du western, plus qu'en France d'ailleurs, et puis ce genre de lieu, sachant que c'est un pays de montagne avec les Apennines, on est vraiment dans un contexte qui est assez... Voilà, ils connaissent. Pas exactement pareil, c'est ça, là, c'est particulier, mais non, ça les intéresse. Mais comment on dit le Hofer en italien? J'en sais rien. La Syrie, alors, simplement. C'est guérilla. Je sais. Le Hofer, c'est vrai que... Ouais, à creuser. Mais je crois que ça n'existe pas du tout. Voilà, on va chercher alors. Ouais, merci beaucoup Frédéric Brémond. Merci à vous.